Je pense que les articles de presse qui ont sonné la lettre disent clairement que la raison pour laquelle les Américains souhaitent mener des frappes au Mali, c'est pour vraiment anéantir ou bien détruire certaines niches de JNIM. Mais la question qu'on doit se poser, c'est au fait, si le Mali n'est pas demandeur, comment pouvons-nous faire confiance aux Américains et savoir que ce n'est pas juste une raison qu'ils avancent? Qu'est-ce qu'ils viendront bombarder en réalité? En plus des positions de JNIM, encore qu'on sait qu'entre les impérialistes et le JNIM, c'est la fraternité. Qui peut être sûr des points qu'ils viendront bombarder? Je pense que s'il y a bombardement à faire, il faut réunir des conditions. Il faut que l'armée malienne soit, le gouvernement malien donne l'autorisation et précise les points où il faut et que les frappes doivent se mener conjointement. Ça, c'est la première question. Parce que si c'est comme le modèle nigérien ou yéménite ou iranien, mais on ne sait pas quelles cibles ils vont vraiment bombarder. Déjà que ces gouvernements de l'AES là, leur sécurité pose un problème clairement aux impérialistes. N'oublions pas qu'au Kenya, lors du sommet Africa Forward, dans le discours d'Emmanuel Macron, en tout cas la partie où il parlait de l'AES, il a dit quelque chose qui est passé inaperçu. Beaucoup n'ont pas rejoué cette cassette-là. Il disait clairement ceci, que les présidents ou les chefs d'État de l'AES ont concentré toute la sécurité, l'armada sécuritaire à leur propre sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la très grande sécurité qui entoure ces chefs d'État de l'AES le dérange. Ça veut dire que ça lui pose un problème. Et peut-être même qu'il a déjà essayé beaucoup de choses à travers, pour percer le mur de la sécurité présidentielle dans l'AES et que ça n'a pas marché. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose, c'est quoi? Quand une armée étrangère qui n'est pas sollicitée par un pays vient pour mener des frappes dans le pays, quelle image ça présente? Ça présente tout de même l'image d'une armée faible, d'un pays qui est faible et dont l'appareil sécuritaire n'arrive pas à défendre le territoire. C'est l'image que Tinubu avait présentée de son pays en décembre dernier. Ce qui n'est pas le cas du Mali. Ce qui n'est pas le cas du Mali. Le Mali s'est organisé. L'AES a aujourd'hui une armée unifiée qui travaille sur le terrain. On sait que les pressions sécuritaires ne font que se rajouter chaque jour. Mais s'il y a vraiment quelque chose que les Américains peuvent faire, c'est vraiment, comme l'a dit Abdoulaye Diop, se rapprocher des gouvernements américains et des gouvernements de l'AES et de poser la question de quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous voulez que, si les Américains veulent faire référence aux 2 dernières attaques coordonnées sur le Mali, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de se rapprocher des Maliens et de demander quelles sont les zones que vous n'arrivez pas à percer. Nous sommes prêts à vous apporter de l'aide et nous sommes prêts à mettre du matériel à votre disposition pour que vous puissiez vraiment anéantir les niches du JNIM dans ces zones. Or, ce n'est pas ce qui est. On va permettre à l'ambassadeur de rebondir rapidement sur la question. Je crois que si les Américains veulent anéantir le JNIM, j'ai écouté la dernière intervention du président Tiani du Niger. On sait où ils se trouvent, on sait d'où ils sont partis pour attaquer le Mali. Ils sont encore là-bas, dans les pays voisins du Mali. Les Américains peuvent aller les bombarder là-bas. Tiani a été clair. Il sait où ils sont, où on les forme. Il y a même un autre pays de nègres où les gens du JNIM passent comme des demi-dieux. Ils ont même pratiquement comme une ambassade. Donc c'est là-bas qu'il faut les bombarder. C'est pas au Mali. Le JNIM, mais attends, les Américains croient que quoi? Que les gens du JNIM sont réunis quelque part dans un coin attendant qu'on vienne les bombarder? Non. Ils sont répartis dans les pays voisins que le président Tiani a cités nommément. Je ne veux pas amplifier ici en les citant, mais il les a cités nommément. Donc, les Américains doivent aller bombarder dans ces pays les centres de regroupement du JNIM, mais pas au Mali. Le JNIM n'est pas au Mali. Maintenant, vous avez souligné le cas de la présence des Russes, que la présence russe n'est pas efficace. Charlotte, si cette présence n'était pas efficace, personne n'en parlerait. Mais ils sont tous jaloux à mort du succès des Russes. S'ils étaient inefficaces, on allait dire, mais vous les Maliens, vous allez souffrir. Mais c'est parce que les Russes sont hyper efficaces qu'ils sont inquiets pour leur protéger, soi-disant terroristes. Et puis les Russes, ils ne tombent pas chez les gens comme ils veulent, quand ils veulent. Ils tombent sur la sollicitation de ces gens.
Dans le cadre d'un partenariat. Dans le cadre d'un partenariat. On ne vient pas bombarder un pays comme ça parce que, bon, le jour-là, dans une soirée, on a fumé un peu plus que d'habitude. Non. Donc les Russes sont des gens qui ont un gouvernement responsable, un président réfléchi, très réfléchi d'ailleurs, hyper intelligent, et qui agissent méthodiquement. Les Russes sont venus au Mali. Si aujourd'hui les Maliens disent aux Russes de partir, je te garantis que le lendemain, ils ont fait leur bagage, ils sont partis. Mais ce n'est pas le cas des Européens, ce n'est pas le cas des Américains. Quand on leur dit de partir, ils font de la résistance. Les Américains, ils viennent faire quoi au Mali? Ils étaient au Niger, avec la plus grande base de drones qui soit en Afrique. Ils voyaient les terroristes se balader à travers la savane. Ils ont fait quoi? Rien. Donc aujourd'hui, moi, mon avis personnel, c'est que comme les pays du Sahel constituent une force réelle, ils ont constitué une armée, disons, collective, commune, et qui sont prêts à se défendre, les gens, leurs tortionnaires habituels que nous connaissons, paniquent parce qu'ils se disent, mais si on les laisse s'échapper, comment on va vivre? Tu as entendu la dernière fois les choses, les valets, les esclaves de la CEDEAO réunis quelque part, où ils parlent d'une monnaie qu'on appelle ECO. Mais on ne vous a pas demandé de changer de nom au CFA. On vous dit de créer une monnaie africaine gérée par les Africains. Vous allez changer le nom du CFA. Et vous croyez que vous avez tué un éléphant alors que vous n'avez même pas encore vu la queue d'un lézard. Donc, et ils savent que les pays du Sahel ne vont jamais embarquer dans cette forfaiture, dans cette trahison contre les peuples d'Afrique noire. Donc, comment faire pour les faire taire, pour maîtriser ou plutôt dominer leur résistance? Tout ça, c'est compris. Il n'y a rien au hasard. La monnaie du Sahel fait tellement paniquer la France, qui a toujours vécu grâce aux richesses de ces pays, qu'ils sont aujourd'hui prêts à tout faire pour semer le désordre dans le Sahel. Et les peuples du Sahel, si tu as bien écouté le général Tchiani, ils ne se laisseront pas faire. Contrairement à la Russie, qui a donc des partenariats stratégiques, notamment sur le plan militaire, avec le Mali, le pays a par contre rompu ce type de partenariat avec les États-Unis. N'y a-t-il pas un paradoxe de vouloir, dans ce contexte-là, intervenir contre le régime sur le territoire malien? Charlotte, excuse-moi, c'est comme des jalousies de femmes. Hein, quand les coépoux sont jalouses, il ne faut pas leur demander de raisonner de non. La jalousie, dès que ça monte, c'est comme un volcan, et puis on ne se pose pas de questions. Tous ces pays européens qui ont utilisé la politique de la terreur, de l'exploitation, de la soumission contre les Noirs, se rendent compte aujourd'hui que ces Noirs peuvent avoir des partenaires blancs qui les gèrent comme des humains. Et c'est le cas des Russes. Donc ils se disent, mais tiens, on aurait dû faire comme les Russes hier, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, les Russes nous ont devancés sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va retourner pour prendre le bon chemin ou on va continuer à persévérer dans le crime? Et je crois que c'est dans le crime qu'ils veulent persévérer. Didier? Oui, je pense que le bombardement, le possible bombardement, parce que rien n'est encore décidé, le possible bombardement américain, le possible ou même annoncé officiellement. Non, ce n'est pas annoncé officiellement, mais ça se trame selon les informations qui sont... Les bruits de couloir, comme on dit. Voilà, selon les bruits de couloir. Et ceci malgré la présence des Russes au Mali. Je crois que ce qui se passe ici, c'est vrai, l'ambassadeur parlait de jalousie, c'est vrai, mais à mon avis, c'est un peu plus que ça. Il s'agit plus des positionnements stratégiques et de la volonté de continuer à bénéficier des ressources qui sont très nombreuses dans l'AES. Autrement dit, une guerre d'influence. C'est une guerre d'influence orientée surtout vers les intérêts stratégiques, les ressources stratégiques. Et il faut dire que le fait que le nouveau partenaire privilégié de l'AES, aujourd'hui c'est la Russie, eh bien, les Occidentaux et les Américains ne veulent pas se faire conter l'histoire. C'est des gens qui font tout et tout pour continuer à exister dans le Sahel. N'oubliez pas que les Européens, eux, ils ont déjà quand même créé une base militaire à Our, au niveau donc du Tchad, non loin de la frontière du Niger. Mais il faut prendre aussi en compte le fait que quand vous êtes dans le Sahel, c'est-à-dire quand vous êtes dans la zone dite de la Zaouane, et que vous avez une présence dans cette zone avec les outils et les appareils qu'il faut, c'est vraiment toute l'Afrique que vous contrôlez. Vous contrôlez l'Afrique, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est vraiment une position qui est très stratégique. Donc c'est cette guerre-là, c'est ça que les Américains, c'est cette position que les Américains cherchent coûte que coûte à continuer de garder après leur évincement de leur base de drones à Agadez au Niger.
Mais ensuite, vous allez observer quelque chose. Tous les pays, quasiment tous les pays où les Américains ont mené des frappes, ces pays-là ont toujours deux points communs. Le premier, c'est que soit le pays est extrêmement riche, détient une ressource naturelle qui intéresse les Américains. Vous allez voir ça. Deuxièmement, où vous voyez qu'à la tête de ce pays, il y a un chef, il y a un leader qui tient le pays de main de fer et qui ne se plaît pas aux injonctions des impérialistes. Ou alors, vous allez voir que soit le pays réunit donc ces deux conditions-là. C'est l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Donc, les Américains ne sont pas en train de vouloir aider les Africains. Ils ne sont pas en train de vouloir aider le Mali. Non. La différence entre les Européens, les Occidentaux et nous, c'est que c'est des gens qui voient très loin, très très loin. Dès aujourd'hui, ils ont déjà planifié leur politique sur 100 ans. Et quel qu'en soit le changement de gouvernement, le plan ne change pas. C'est ça la différence entre eux et nous. Donc, ce que nous avons à faire, nous aussi, c'est, Dieu merci, aujourd'hui, dans les pays de l'AES, il y a une lecture claire de la chose qui est faite. Et le narratif également est en train de changer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, comme l'a dit l'ambassadeur, qui va loin ménage sa monture. Il faut vraiment se donner les moyens, il faut se préparer et trouver les voies et moyens. Parce qu'aujourd'hui, ce que le Mali peut faire, aujourd'hui, le Mali a un partenaire. D'abord, il y a la détermination des peuples de l'AES qui sont prêts à tout ce qu'il faut faire comme sacrifice pour gagner la lutte. Ça, c'est un. La deuxième chose, il y a les jeux d'influence. Aujourd'hui, les pays de l'AES ont un partenaire qui s'appelle la Russie, qui est déjà présent. Si vraiment les Américains, les Maliens ne sont pas demandeurs, c'est vraiment de mener les démarches qu'il faut pour faire arrêter ça rapidement au cas où ceci serait véritablement en préparation. L'autre question que je me posais, c'est pourquoi vouloir intervenir maintenant et pas plus tôt, alors que le pays continue de se battre seul contre... Comme il le dit, c'est des gens qui voient loin et ils ont leur agenda que nous ne connaissons pas. En fait, une autre idée, si les Américains veulent aider le Mali. Mais aujourd'hui, le plus dangereux au Mali, ce n'est pas le Jénim, c'est les nazis ukrainiens. C'est les nazis ukrainiens qui amènent des armes sophistiquées, qui amènent des drones sophistiqués pour agresser les Maliens qui sont chez eux et qui n'ont jamais fait aucun tort à l'Ukraine. Pourquoi certains pays européens ne veulent pas que la guerre finisse en Ukraine? Mais parce que les armes et l'argent que les Américains envoient en Ukraine, ils les détournent pour venir faire leur guerre au Sahel. Donc si l'Amérique veut aider le Mali, qu'elle coupe ses fournitures d'armes aux terroristes nazis d'Ukraine et qu'elles disent à leurs sponsors assis en haut là-bas que ça suffit, la pagaille. Voilà. Heureusement, Poutine s'est réveillé parce que Poutine lui faisait une guerre douce. Il les ménageait, non, c'est des peuples slaves comme nous, on est les mêmes. Mais malheureusement pour Poutine, ces gens ne raisonnent pas comme ça, ils n'ont pas de sentiments. C'est des gens dont le cœur est endurci, l'esprit est endurci. Alors Poutine s'est réveillé et il fait du travail très propre aujourd'hui, je crois, à la grande satisfaction de tous les Russes. Et si tant qu'on n'a pas fini de penser, de cautériser la plaie ukrainienne, l'Ukraine, aidée avec la France, vont continuer à détourner et l'argent et les armements américains de l'Ukraine pour venir faire la guerre au peuple du Sahel. Donc l'Amérique, voilà une voie à explorer pour aider le Mali. Parce que le problème, ce n'est pas le génie, c'est les nazis ukrainiens. Alors, messieurs, si ces rumeurs sont considérées comme une stratégie à la Donald Trump, quel est alors le poids de la politique intérieure américaine même dans ce dossier? Non, la politique intérieure américaine dans ce dossier, il faut savoir comment Donald Trump gouverne. Donald Trump ne gouverne pas de manière classique, c'est-à-dire qu'il a nommé dans son administration des gens qui ont la même vision que lui, qui se foutent complètement des règles diplomatiques et des règles de la coopération, comme c'est établi habituellement. Donc, c'est des gens qui sont vraiment dans un schéma où eux, ils ont leur objectif et ils ont une lecture du monde, ils ont leur objectif, ils veulent vraiment avancer sur ce point. Donc, si vous ne vous organisez pas en face de l'administration et Trump pour trouver les moyens de les contrecarrer, c'est des gens qui n'ont aucune pitié, c'est des gens qui n'ont aucun complexe à vous marcher dessus pour atteindre leurs objectifs. Et si nous voulons vraiment renverser cette tendance, c'est comment on s'organise à notre niveau. Quel est le narratif? Donc les médias doivent même jouer un rôle dans cette affaire. Aujourd'hui, que l'alerte a été donnée, ce signal d'alarme a été donné, comment les médias AESiens
comment les médias qui soutiennent la lutte de l'AEF sont en train d'analyser et de rendre cette situation. On néglige souvent le pouvoir des médias. Il faut que les médias montent au créneau pour commencer à faire déjà un tapage autour et pour faire fléchir l'opinion. Mais je voudrais aussi vous dire, quand vous regardez le bombardement de décembre sur le Nigeria, on l'a dit ici, l'ambassadeur l'a rappelé, c'était vraiment, Trump avait qualifié ça de cadeau de Noël. C'était simplement pour faire plaisir à son électorat évangéliste, pour le faire croire qu'au Nigeria, que les chrétiens sont persécutés et que lui, il a volé au secours des chrétiens dans cette région du monde. On va revenir en profondeur sur la question. En quoi il est chrétien? Avec votre permission, on va revenir dans